Allez, place à présent à votre rendez-vous. C'est derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et cette semaine, plongeons avec vous, Guillaume Maurice. Bonjour, journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24. Plongeons au Kurdistan irakien, cette région semi-autonome de l'Irak où la Turquie et la guérilla kurde du PKK s'affrontent depuis des années. On va regarder cette image qui est très symbolique, lourde de sens aussi. Vous allez nous la raconter, on la regarde. Alors cette image, c'est un soldat kurde du PKK. On le voit qu'il est en train de déposer son arme dans un brasero. Cette arme, elle va ensuite être brûlée. Et derrière, on voit en arrière-plan une sorte de scénographie. C'est donc un moment assez solennel, on le devine. Et effectivement, vu que c'est une cérémonie qui a eu lieu au Kurdistan irakien le 11 juillet dernier. Cette photo, elle est tirée d'une vidéo qu'on va voir ensuite à l'écran. Cette vidéo, vous l'avez déjà vue à notre antenne, vu qu'elle montre une cérémonie de reddition des soldats du PKK qui déposent ces armes. Donc cette cérémonie, il y a eu 30 combattants du PKK, 15 hommes, 15 femmes, qui ont brûlé symboliquement leurs armes. Ils l'ont fait devant près de 300 observateurs, dont des membres des services de renseignement turcs. Alors, vous allez me dire, c'est quand même un peu un étrange mélange des soldats du PKK et des membres des renseignements turcs au même endroit. Mais pour ça, je vais vous donner un peu de contexte. Donc sur cette carte, on peut voir les zones de répartition des populations kurdes. Et c'est cette population kurde que le PKK essaie de défendre ou d'y défendre depuis les années 80. Il combat donc pour la reconnaissance des droits de ce peuple, un peuple qui est divisé entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Le PKK est bien sûr considéré par la Turquie qui combat par les armes, mais aussi comme terroriste, mais aussi par les États-Unis et l'Union européenne. Mais pourtant, plus que jamais, ces derniers jours, il y a de l'espoir pour qu'il y ait une fin des hostilités entre le PKK et la Turquie, et cet espoir il se matérialise notamment en images avec cette cérémonie qu'on a pu voir. Et oui, parce qu'il y a un engagement très fort qui a été pris il y a quelques mois maintenant. On l'avait largement couvert ici sur nos antennes. On a vu des images très fortes, très marquante et symbolique de cette cérémonie. Cet événement est quand même issu d'un processus qui a débuté en amont. Alors oui, ce processus, il a commencé plus ou moins le 27 février avec l'appel du leader du PKK, Abdullah Öcalan. Donc Abdullah Öcalan, c'est un peu le chef historique du PKK. Il est enfermé par la Turquie depuis 26 ans en Turquie. Donc il a fait un appel qu'on voit à l'écran depuis sa prison, où il a dit voilà, qu'il faut renoncer aux opérations militaires et dissoudre le PKK. Et cet appel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été entendu, vu que le 1er mars, le PKK a annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Donc attention, cessez-le-feu unilatéral, ça veut dire que seulement le PKK dit « nous, on va arrêter les hostilités ». La Turquie, pour l'instant, elle s'engage à rien. Et ensuite, ça a été suivi du 12e congrès du PKK qu'on voit à l'écran. Donc là, on voit les cadres du PKK réunis depuis probablement les montagnes irakiennes dans leur 12e congrès autour duquel ils ont prononcer leur dissolution, donc la dissolution du PKK. Il y a eu ensuite une autre conférence de presse d'Öcalan, et suite à cette conférence de presse, il y a eu la fameuse cérémonie où on a pu voir ces armes être brûlées. Donc c'est donc un processus qui a lieu depuis plusieurs mois. Qu'attendent les Kurdes de la Turquie aujourd'hui ? Alors, les Kurdes, avec toute cette cérémonie, ce qu'ils cherchent à dire, c'est nous, on vient à la table des négociations. Maintenant, vous, la Turquie, à vous de faire des concessions et de mettre des concessions sur la table. Du coup, on attend la réponse turque. Donc, suite à cette cérémonie, il y a eu un discours de Erdogan, le président turc, où pendant ce discours, il a apporté son soutien au processus en cours de paix avec le PKK, mais il n'a pas fait vraiment d'annonce concrète. Ce qu'attendent les Kurdes, notamment, c'est des garantie constitutionnelle de reconnaissance du peuple kurde. Donc pour l'instant, ça, il n'y a pas vraiment eu. Mais d'autant plus que les Kurdes, quand on regarde dans cette cérémonie, ce qui est assez frappant, c'est qu'ils ne déposent pas vraiment les armes devant l'État turc ou devant l'État irakien. Ils brûlent eux-mêmes leurs armes. Donc ça veut dire, on a choisi de brûler nos armes, mais à tout moment, on peut les reprendre. Donc c'est un cessez-le-feu quand même assez précaire. Et vous avez justement voulu savoir, quelques mois après cet engagement de déposer les armes, ce qu'il en était concrètement sur le terrain. Et malgré cette annonce de cessez-le-feu du PKK, ça s'agite encore un peu. C'est ça continue quand même. Donc, alors, le cessez-le-feu, il a eu lieu le 1er mars. Et il n'y a pas eu vraiment de pause dans les bombardements turcs au Kurdistan irakien. On parle même d'une augmentation de 145% des frappes turques au mois de mars par rapport au mois précédent. Donc, c'est un chiffre de l'ONG Community Peacemaker Team.
légitime. Dès la déclaration du cessez-le-feu par le PKK, nous, on a repéré des bombardements turcs dès le lendemain. Donc le cessez-le-feu 1er mars, dès le lendemain, nous, on voit sur les réseaux sociaux apparaître des frappes turques. Il y a eu notamment ce village-là, donc on voit à l'écran, donc c'est le village de Spindare. Donc lui, s'est fait bombarder plus tard, donc le 17 avril. On voit des maisons civiles qui ont été touchées. Et donc il y a eu des maisons détruites. Aux observateurs, on a pu géolocaliser ces images. On a confirmé les destructions. On a également parlé avec des habitants du village qui nous ont dit ce village, c'est pas la première fois, loin de là, qui se faisait bombarder. On avait dû l'évacuer. Les Turcs, en nous bombardant, ils veulent nous empêcher de revenir sur nos habitations. Mais de l'autre côté, on a aussi des analystes pro-turcs proches de l'armée turque qui disent ce village, il est aussi utilisé par le PKK comme base de ravitaillement pour ces tunnels. Et face à cette version du coup des analystes pro-turcs, on a les habitants et les ONG qu'on a pu interviewer qui nous disent en fait la Turquie, elle essaye de modéliser le champ de bataille, elle essaye de vraiment l'aplanir, c'est-à-dire empêcher, détruire les habitations, empêcher les habitants de revenir dans leur zone pour isoler le PKK. Et donc dans la région par exemple, il y a énormément de villages qui sont totalement déserts, des villages fantômes, parce que la Turquie depuis plusieurs années, elle cherche à isoler le PKK malgré le cessez-le-feu. Vous parlez de bombardement, mais il y a aussi des opérations au sol. Alors oui, il y a essentiellement des bombardements, donc c'est des avions, c'est des drones, mais depuis le cessez-le-feu, il y a quand même des opérations au sol qui continuent. Il y en a une qui a beaucoup marqué, donc c'était dans les tunnels du PKK. Il y a eu 12 militaires turcs qui ont été tués. Leur mort, elle a été annoncée le 6 juillet. Dans ces mêmes tunnels, ils font aussi des saisies d'armes. Donc là, on voit par exemple les images de l'armée turque où il y a des armes importantes qui ont été saisies, des kalachnikovs. Juste après, il y a des missiles anti-chars qui vont s'afficher. Donc c'est vraiment un réseau important de tunnels avec des armes. Et ils bombardent aussi avec de l'artillerie. Donc là, sur ces images, ils essaient de toucher donc, des montagnes. Mais en fait, dans ces montagnes, il va y avoir les entrées des tunnels. Donc c'est ça qu'ils essaient de toucher. Et donc on voit qu'il y a quand même vraiment une activité militaire au sol, malgré la déclaration de ce cessez-le-feu unilatéral du côté du PKK. Et Guillaume, vous avez beaucoup parlé de ces tunnels. Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants pour les Turcs aujourd'hui? Alors, les tunnels, c'est vraiment l'élément clé dans cette guerre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réseau de tunnels, il est vital pour le PKK. La région, elle est en permanence survolée par des avions et des drones turcs. Donc, ils doivent se mettre à l'intérieur pour se réfugier. Et on le voit sur les images. C'est plutôt bien aménagé. On voit qu'ils se projettent vraiment dans une guerre pour la longue durée depuis les sous-sols. La zone, ça fait depuis des années qu'ils creusent dedans. Donc, ils la connaissent parfaitement. Donc, pour la Turquie, l'objectif, c'est de neutraliser ces tunnels. C'est vraiment, notamment un réseau de tunnels qui est entre les monts Gara et les monts Matina. Et ils veulent le neutraliser avant le cessez-le-feu. Pour ça, ça fait depuis plusieurs années maintenant qu'ils s'appuient sur 136 bases turques directement implantées sur le territoire irakien. Donc là, on va le voir avec la carte qui va s'afficher. Le but de la Turquie depuis plusieurs dizaines d'années, c'est de créer une zone tampon entre son territoire et le Kurdistan irakien. Donc là, on le voit dans la zone en rouge à la frontière avec la Turquie. Donc c'est la zone d'implantation de ces 136 bases turques. Et en vert, on voit la zone où les tunnels du PKK sont parfaitement encore actifs. Donc donc ils essaient vraiment de créer une zone tampon à la frontière. Et donc cet objectif, ils le poursuivent malgré la mise en place du cessez-le-feu par le PKK. On a parlé de la réaction des forces turques. Qu'est-ce qu'il en est du PKK ? Alors, le PKK, dès qu'il annonce son cessez-le-feu, dans son communiqué, il émet cependant un truc, c'est qu'il dit on a un droit de riposte. Donc, c'est-à-dire, si on est attaqué, on va riposter. Et ils ont communiqué, effectivement, sur des attaques. Donc, on va le voir à l'écran, notamment. Ils ont mis en place des attaques de drones. Donc là, c'est un drone kamikaze FPV du PKK qui fonce à toute vitesse sur un canon de 23 mm qui est sur une base turque. Donc c'est un petit drone kamikaze qui se fait exploser très rapidement. Donc ils revendiquent quand même des attaques comme celle-là qui a eu lieu en mai 2025. Mais quand même, on note qu'il y a quand même eu une baisse des attaques. C'est notamment l'ONG Peacemaker, Community Peacemaker Team que j'évoquais tout à l'heure, qui compte les dégâts et qui dit qu'il y a quand même une baisse des attaques côté kurde. Donc pour résumer, on voit que les combats n'ont pas vraiment cessé. Où est-ce qu'on en est dans le processus de paix ?
Alors, il y a peut-être des combats qui continuent, mais le processus, il a quand même des bonnes chances d'aboutir parce que les deux parties, ils ont plutôt un intérêt à négocier et à entamer un processus de paix. Tout d'abord, côté turc. Côté turc, il y a tout d'abord la politique intérieure qui dicte certains choix. Erdogan, il en est à son 2e mandat, peut-être qu'il a envie d'en briguer un 3e. Pour ça, il doit réviser la Constitution. Mais qui dit révision de la Constitution dit trouver une majorité. Et pour trouver cette majorité, il a besoin du DEM. Le DEM, qu'est-ce que c'est ? C'est le parti de gauche turc qui est pro-kurde. Et donc, il va, en apaisant ses relations avec le PKK, il va chercher à s'attirer le soutien du DEM. Et il y a aussi des raisons électorales plus fines. On a pu parler à Yohann Benaim, qui est chercheur à l'Institut français des études anatoliennes. Et lui, il nous expliquait, c'est assez intéressant, que l'AKP, donc le parti d'Erdogan, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Il cherche à casser une coalition électorale informelle, rien d'officiel, entre le DEM, le parti de gauche, et le CHP, qui est le parti républicain, laïciste, qui s'inspire d'Atatürk. Et donc leur but, c'est vraiment de casser cette coalition à un moment où le CHP est quand même sous une importante répression parce qu'il y a eu les récentes manifestations en Turquie. Et puis pour les Turcs, il y a aussi le grand jeu des nations. Effectivement, la Turquie est très critique de ce qui se passe à Gaza et elle a peur qu'il y ait quand même un alignement d'intérêts entre d'un côté le PKK et de l'autre Israël. Et puis, côté PKK, ils ont aussi intérêt à ce qu'il y ait ce cessez-le-feu. C'est plus flou. Il y a notamment l'appel d'Öcalan qui joue beaucoup. Il y a notamment le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'évolution militaire. Donc voilà, pour l'instant, les deux parties ont intérêt à ce qu'il y ait la paix, mais elle n'est pas encore là.